Bonsoir et bienvenue à ce plateau exceptionnel où nous parlerons des questions d'actualité au Bénin avec nos deux invités que je m'empresse de vous présenter. Tout d'abord, Monsieur Aimé Avolontor, professeur agrégé de linguistique et analyste des dynamiques de politique africaine. Bonsoir, professeur Avolontor, et très heureux de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Jossou. Ravi également d'être avec vous et vos auditeurs. Merci beaucoup. Aussi avec nous, Maître Fatio Ousmane, avocat près la Cour d'appel de Dijon. Bonsoir, Maître Ousmane, et merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à vous, Jules. Bonsoir et bonjour à vos auditeurs. Et je vous remercie, Jules, de m'offrir le plaisir d'échanger avec le professeur Avolonto, qui est un de nos aînés que je tiens en très haute estime. Et c'est un vrai plaisir d'être là avec lui ce soir. Oh, plaisir partagé, Maître Ousmane. Bonsoir aussi à tous les internautes qui sont déjà avec nous. Ils peuvent participer à l'émission en laissant leurs commentaires et leurs questions dans le fil de cette vidéo live. Le 30 août dernier, Patrice Talon était l'hôte de marque du mouvement des entreprises de France, MEDEF. Avec votre permission, chers invités, écoutons un extrait de son intervention. Au président Macron, qui était à Cotonou il y a un mois environ, il dit c'est maintenant qu'il faut venir. Et nous avons des raisons de le proclamer, d'insister là-dessus, parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour mettre le pays au travail, sérieusement. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi, qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. On ne fera pas de grief du tout d'employer quelqu'un 2, 3, 4 fois avec des contrats à durée déterminée. Nous disons que l'entreprise a besoin de travailleurs sérieux, attachés à l'entreprise, et on s'attache en général à celui qui vous donne satisfaction. Je viens du secteur des entreprises. Je sais combien on peut faire des efforts pour augmenter, doubler les revenus d'un salarié quand il est bon. Donc, ce n'est pas la loi qui fait la relation entre l'entrepreneur et son employé. Ce n'est pas la loi. C'est une erreur que commettent les États en général en essayant d'organiser, de réguler, de structurer la relation entre l'entreprise et les employeurs, croyant que c'est une façon de rendre plus durable l'emploi. Si les gilets jaunes, j'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Nous sommes dans un pays, vous me permettez, où les gens votent pour élire un président, des parlementaires, pour légiférer, pour exécuter un programme pour lequel les gens ont été élus. Mais au même moment, chacun conteste à l'élu le droit d'agir tout seul. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mise en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche de le faire. C'est de l'anarchie. C'est juste pour que vous puissiez comprendre la problématique est la nôtre. Quand un pays est construit, on peut ne pas avoir un gouvernement pendant 6 mois, sinon on a vu en Belgique, ce n'est pas un problème. On peut contester tout ce qui se fait, le pays n'est pas véritablement paralysé. L'anarchie et la contestation, ce sont des luxes. Ce ne sont pas des luxes, ce n'est pas préjudiciable à la survie d'un pays qui est déjà les fondamentaux. Mais quand un pays est à construire, ou notamment un pays dans lequel tout est à reprendre, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Vous avez besoin que les gens respectent la loi, soient disciplinés, et si l'expression démocratique qui doit s'exprimer, il ne faut pas souhaiter que ce soit pareil que ce qui est le cas dans les pays développés. Et c'est pour ça. Revenons sur ce plateau. Au cours de cette intervention, Patrice Talon a évoqué les réformes institutionnelles, mais aussi expliqué pourquoi le Bénin ne devrait pas se donner le luxe d'adopter un modèle démocratique à l'occidental. Professeur Avolontor, que vous inspire cette vision du Bénin de Patrice Talon? Eh bien, monsieur Jossou, je ne sais combien de fois je me suis imposé d'écouter toute la prestation du président Talon. Et cela traduit malheureusement
toute la douleur qui est nôtre d'Africains, Noirs, etc. En fait, le président Talon voudrait se convaincre d'avoir pris une posture de marketing du Bénin. Mais le premier élément qui ressort de tous les propos du président Talon, c'est d'abord une posture infantile, très, très infantile de soi, et une posture très infantilisante en plus du citoyen en tant qu'entité à part entière devant et pouvant participer à l'éclosion de l'avancée du pays. Et je ne sais combien de temps, vos 2 minutes, vous me donnez, mais en fait, d'abord pour me résumer, je dirais que le président Talon n'a fait tout simplement qu'étaler 2 choses. La véritable nature de l'homme qu'il est, une nature d'un dirigeant brutal. Et puis, bon, je développerai, j'imagine, quand vous m'en donnerez davantage l'opportunité. Et cela pose de graves inquiétudes sur notre capacité à nous concilier, à concilier notre être et notre état d'être avec les réalités d'un monde ambiant en plein mouvement ascensionnel et mouvement développemental. C'est en fait ça. Donc, je dirais que, pour rester d'abord très, très court, que ces propos sont d'une gravité, et j'imagine, M. Djossou, que nous reviendrons un peu plus en détail, n'est-ce pas? En fait, ça révèle l'individu, sa propre conception de soi, en relation avec la projection qu'il en fait sur les autres en tant que citoyen, mais également tout le danger, toute l'inquiétude que cela pose pour un pays comme celui-là, comme le Bénin. Merci, professeur Avolonto, pour cette introduction. Maître Ousmane, une première réaction de façon générale sur la prestation de Patrice Talon, et puis on peut revenir après sur certains points plus tard. Oui. Merci, Jules. J'ai été, comme le professeur, très, très attristé. Mes sentiments, en écoutant cette prestation de Patrice Talon, qu'il m'a fallu plusieurs jours pour assimiler et écouter en intégralité, ont été à la fois la tristesse, mais surtout l'indignation et la colère. Je me suis senti insulté en tant que Béninois, et le professeur Avolonto a parlé d'une posture infantilisante. Moi, j'irais plus loin, je dirais que c'est une posture insultante et méprisante, qui en dit long sur la pensée de l'homme qui se veut homme d'État, sur la philosophie qui est la sienne, si on peut parler de philosophie concernant le régime qui nous dirige actuellement. C'est un véritable mépris. Patrice Talon, comme son gouvernement, ne s'adresse plus aux Béninois. Il ne parle pas aux Béninois parce qu'il les méprise. Et comme il ne parle plus aux Béninois, il va derrière exposer ce qu'il pense des Béninois, qui deviennent non pas des concitoyens, des sujets de droit, mais des sujets de devoir, et dont on expose la vulnérabilité, la fragilité et presque la paupérisation face à un patronat français qui, contrairement à ce que les applaudissements ont pu laisser entendre, un patronat français qui devait être éberlué, parce que même dans les pires esprits des libéraux français, il ne viendrait pas à l'esprit d'un chef d'entreprise de penser qu'on puisse développer une telle pensée et parler avec autant de mépris de ses concitoyens. Donc, je répète, ces gens-là ne nous aiment pas. Et ils ne nous aiment tellement pas qu'ils vont dire ailleurs qu'ils ne nous aiment pas. Et c'est comme ça que j'ai entendu le discours de Patrice Talon.
Et ce n'est pas la première fois qu'il le tient, hein. Je vous rappelle qu'il y a quelques années en arrière, je crois que c'était devant un parterre de patrons allemands, il avait déjà développé de telles idées, laissant entendre que le droit de grève chez lui n'existait désormais plus et que c'était une de ses réussites, d'après ce qu'il pensait. Donc, ça me renvoie à ce que Jacques Chirac, je crois, disait à un moment, que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Et quand j'entends aujourd'hui, en 2022, le chef d'État béninois dire que les Africains, hein, puisqu'il ne parlait que du Bénin, mais il doit le penser profondément pour la plupart des Africains, que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Et je développerai dans quelques minutes l'idée que, contrairement à ce qu'il pense, et c'est ce qui nous oppose à lui, ce n'est pas autre chose, la démocratie n'est pas une option, c'est une obligation. Revenons à deux éléments qu'il a évoqués. Il a parlé d'une justice en meilleur état. Il a parlé aussi du monde du travail. Par rapport à ces deux éléments précis, professeur Volonto, quel regard portez-vous? Est-ce que depuis 2016, la justice est vraiment en meilleur état au Bénin? Oh, la justice béninoise se porte tant et si bien que même les institutions censées garantir l'intégrité de cette justice sont totalement vassalisées. Le pays ne respecte plus rien du tout. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à un moment donné dans ce qu'on leur connaît généralement comme étant le bégaiement juridique, a tenté même d'inverser la courbe des lois chrysogènes qui se votent, qui continuent. D'ailleurs, je vous parlerai d'une de ces lois tout à l'heure, passée très, très incognito, et derrière laquelle l'État béninois se cache. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais toujours est-il qu'un État qui ne sait même pas lui-même respecter les décisions de justice ne peut pas non plus assurer la justice à ses citoyens. Et de ce point de vue, et on en parlera certainement en long et en large, il n'y a qu'à regarder de quoi sont faits aujourd'hui les espaces carcéraux de notre pays, qui sont ceux que l'on y enferme, pour comprendre qu'effectivement la justice se porte plus que trop bien. Et cela traduit, en fait, tout. Oui, Maître Ousmane a parlé tout à l'heure de mépris. Mais Maître Ousmane, le mépris, en fait, oui, il y a l'expression d'un mépris du peuple, mais il y a une invitation d'un mépris de soi par ceux à qui le président Talon s'adresse, en fait, qui verront derrière lui, dans ses propos, mais quelqu'un sans vouloir, enfin, ce n'est pas une insulte, c'est tout simplement un constat. Quelqu'un de pathétiquement dangereux avec qui il ne faille jamais faire affaire. En fait, le président Talon pensait, ce faisant, faire la promotion d'un coin de terre où il fait bon vivre, aller investir ses sous, mais en réalité, quand on connaît la structure mentale, c'est là où le président Talon, il est immensément riche, il a connu du pays, etc. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il n'a connu du pays qu'à travers son propre retournement sur soi. Il n'a pas cherché à connaître les gens des pays desquels il a connu. Parce que s'il connaissait un peu la structure mentale de l'occidental, mais c'est même pas possible. Et vous connaissez un peu, vous êtes au courant, Monsieur Jossou, du combat farouche à mon corps défendant que je mène contre le racisme systémique anti-noir dans ce pays, le Canada, et le combat dont je suis actuellement le poste-flambeau, vous le savez. Mais c'est à nous faire pâlir de honte de porter ainsi un combat pour le respect de la dignité, de l'intégrité, de l'humanité de l'homme noir
pour que les plus en vue gouvernementaux de nos États nous rabaissent ainsi. Et les gens se moquent tout simplement. Il n'en verra aucun. Il n'en verra aucun. Et je dirais pourquoi tout à l'heure, il n'en verra aucun. En fait, il parle de dérégulation. Mais c'est tellement ahurissant parce que ce ultralibéralisme qu'il affiche à travers leur loi d'embauche, sur l'embauche qu'ils ont votée, en fait, cet ultralibéralisme reste un crime contre les travailleurs. Ceux-là même, ils parlent de développement, ceux-là même qui sont censés, de leur effort au quotidien, faire en sorte que ce développement soit impulsé, eh bien, c'est un crime contre eux, car aucune dérégulation du marché du travail pour favoriser une certaine flexibilité ne devrait conduire à ce qu'un représentant fort d'un gouvernement se vante de ce genre de choses. C'est grave, c'est grave. Et en fait, vous savez, au moment de l'esclavage, etc., il y avait de ces scènes où, ces scènes de nu, où le colon s'asseyait et la femme noire devrait défiler devant lui, enfin, une autre de femmes noires devait défiler devant le parterre, et quand une plaisait donc au chef colon, eh bien, il se mettait à applaudir, et tous les autres applaudissaient avec lui. C'est exactement une réplique de cette scène, de ce genre de scène. C'était exactement quand on faisait défiler l'homme noir au gros phallus, et il devrait s'arranger pour garder son phallus tendu, même s'il n'est pas en contexte de le garder tendu, et l'homme noir, l'homme blanc, en applaudissait la vaillance, tout simplement. C'est-à-dire que le président Talon et Maître Ousmane, je vais finir là-dessus, Maître Ousmane disait que ce n'est pas la première fois. Mais c'est 3 semaines après sa prise de fonction que le président Talon a commencé à adopter cette posture de mépris. Quand il va dire devant 3 semaines après sa prise de fonction, après qu'il a prêté serment, quand il va dire devant François Hollande, le président François Hollande, que le Bénin est son pays dont il vient de prendre les rênes de gouvernance, un désert de compétences. Et il s'est fait applaudir et c'est passé comme ça. Et de mépris en mépris, de mépris de soi, parce que c'est d'abord de ça dont il s'agit. Ce n'est pas d'abord de notre mépris, du mépris du citoyen africain. C'est d'abord du mépris de soi et de la légitimation du mépris de soi par l'autre qu'il s'agit. Et de mépris de soi en mépris de soi, eh bien, la vie évolue comme ça. En tout cas, merci. Je crois que j'ai déjà trop parlé, mais bon, cela vous montre un peu tout l'étendue de la saignée, en fait, en moi. Enfin, bref. Maître Ousmane, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui contredisent l'idée selon laquelle la justice béninoise est en meilleur état sous Patrice Talon? Faut-il réellement qu'on réponde à cette question? La réponse est tellement évidente en ce qui me concerne que c'est intéressant quand même de l'entendre de la bouche du chef de l'État qui essaye de convaincre un auditoire autant qu'il essaye lui-même de se convaincre de ce que son action crypto-politique serait une action efficace. Il y a des faits qui parlent d'eux-mêmes, qui sont têtus. Je vais vous en donner peut-être 2, voire 3. Le premier indice de ce que la justice au Bénin n'est ni libre ni indépendante, c'est l'existence de la criette, qui est un furoncle juridictionnel qui insulte tous les jours l'idée même que les Grecs avaient de la justice et que notre Constitution a instauré. L'idée même que cette juridiction, dans sa composition, dans son idée originelle et dans les motivations de sa création, qui sont exclusivement à vocation
politique et de persécution politique. L'idée même que cette juridiction existe aujourd'hui est la preuve que notre justice n'est plus libre ni indépendante. Cette juridiction est celle qui a condamné des hommes justes et des hommes, des démocrates connus à des peines infamantes. Je veux penser au professeur Frédéric Joël Aïva, je veux penser à l'ancienne ministre et garde des Sceaux, Madame Rika Madougou. Je vais penser aux centaines de personnes qui ont été emprisonnées, embastillées pour des raisons purement politiques et pour avoir simplement osé dire que cette politique-là, cette funeste visée ou vision pour le Bénin n'était pas la bonne. Ça, c'est le premier exemple, c'est la criette. Le deuxième exemple, c'est que si une justice était libre et véritablement efficace, elle respecterait les décisions d'autres juridictions. Vous avez aujourd'hui un Bénin qui se vautre allègrement dans la violation et dans l'irrespect de décisions prises par la Cour africaine des droits de l'homme, et ça va tellement loin dans leur logique que l'ancien président de la Cour constitutionnelle, passé désormais en moins de temps qu'il m'a fallu pour parler président d'un parti politique de la mouvance présidentielle, a même acté une jurisprudence et un revirement jurisprudentiel qui fait qu'aujourd'hui le Bénin peut violer et ne pas respecter les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et dernier point qui vous prouve que ce Bénin et que la justice au Bénin n'est pas sérieuse et n'est pas indépendante, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens béninois privés de justice, privés de droits chez eux, sont dans l'incapacité aujourd'hui d'aller saisir une juridiction supranationale qu'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On les a privés de l'espoir même d'avoir une justice ailleurs. Comment, dans ces conditions-là, peut-on affirmer avec le culot et le port haut qui est celui de Patrice Talon, que la justice est libre et indépendante. Il est lui-même convaincu du contraire. Il le dit parce qu'il veut séduire un parterre qui lui-même est convaincu du contraire. Et je sais que le professeur Avolontos était avec moi que l'objectif de tout cela n'était pas du tout de convaincre qui que ce soit d'aller investir au Bénin, dès lors que quand vous allez investir dans un pays où le principal concurrent est celui qui vous demande de venir investir, vous prenez vos sous et vous les gardez pour vous, vous les investissez ailleurs. Oui, vous voulez réagir pour ça, Valentin? Oui. Oui, non, en fait, je voulais compléter ce que je bois les propos de Maître Ousmane goulûment. Je voudrais me permettre, en fait, de compléter la chose. Je ne sais pas si, Monsieur Jossou, vous êtes au courant de cette loi 2020-08 du 23 avril 2020. En fait, cette loi qui porte modernisation de notre justice en son article 595 alinéa 3, je crois, quelque chose comme ça, où l'astreinte n'est pas prononcée contre l'État. Vous allez vous mettre devant des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires que prétendument vous voulez inviter à venir investir chez vous. Dans un État où votre réforme de la justice leur enlève la possibilité de poursuivre l'État avec lequel ils signeront un contrat d'affaires, parce que cette loi interdit justement que l'État soit poursuivi pour des astreintes. Peu importe les bévues de cet État et les non-respects des clauses du contrat avec cet État. En fait, à travers ses propos, le président voudrait projeter cette image d'un bon agent commercial au service du Bénin. Mais malheureusement, je crois que Maître Ousmane a raison. En réalité, c'est un show tout simplement qu'il fallait faire et qu'il a fait. Je ne crois pas et j'espère qu'il ne pensait pas lui-même convaincre des gens dans ce parterre-là. Et pour rapidement m'en finir, tout cela, en fait, respire. Comment
le président Talon se voit ou voudrait se projeter. Peut-être même que lui-même n'y croit même pas en ce Messie venu sauver le Bénin. Peut-être qu'il n'y croit même pas. Peut-être qu'il se nourrit de ce peuple-là sous son chapeau une fois qu'il a fini de prononcer ses discours et qu'il rentre. Mais ce qui est dangereux, vraiment dangereux, c'est cette persistance à projeter cette conception messianique. Et je ne sais pas si vous avez fait attention aux propos de M. Aristide Talon, tout dernièrement en France, selon lequel c'est la prophétie de Glailet qui se réalise à travers le règne de Patrice Talon. Mais ça dit que je ne sais plus dans quel monde nous sommes. J'en ai la chair de poule. Cette idée même est complètement en déphasage avec l'idée d'une république. Un rêve monarchique ne peut certainement pas s'accommoder d'un idéal républicain. Ça dit que, ou c'est eux, dans leur conception manichéenne du monde, où eux, ils sont du côté du bon et les autres sont du côté du mal, ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Et là, c'est encore plus dangereux, où ils savent très bien qu'ils n'en sont pas convaincus, mais bon, ils s'en fichent. Et là encore, on pourrait y voir un petit espoir de s'en sortir. Parce que nous sommes là dans une série de mariages incestueux, dans un mélange des genres impossible. Et je m'arrête à ce point. Malgré tout ce qu'on peut reprocher aux lois ou à la gestion de Patrice Talon, Maître Ousmane, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que ce sont des sacrifices qu'il faut consentir pour que le Bénin puisse avancer? Jules Jossou, citez-moi un pays au monde qui a pu se développer en inhibant les libertés et l'énergie que pouvait donner l'idée que la justice sociale, qu'une justice indépendante, qu'une concurrence loyale pouvait promouvoir. Donnez-moi un exemple d'un pays qui a pu se développer sur cette base-là. Non, en réalité, c'est un faux fuyant, c'est un alibi, je dirais c'est une parure, hein, c'est du maquillage qui en réalité cache très très mal la visée, la vision profonde de ces gens-là pour nous. Il est évident que la République, dans le sens propre du terme, la chose publique n'est pas au cœur de l'action de ce régime-là. Citez-moi, je le dis avec beaucoup de gravité, un pays où lorsqu'on a brimé les citoyens, lorsqu'on les a privés de leurs droits, lorsqu'on a dit aux salariés qu'ils pourraient être corvéables à souhait, lorsqu'on lui a dit qu'on pourra multiplier les contrats de travail à durée déterminée de manière indéterminée, indéfinie et infinie, consacrant une forme de précarité devenue structurelle dans la société. Citez-moi un pays dans lequel on peut développer l'économie lorsque tout est bouché, lorsque vous n'êtes pas dans le clan, lorsque vous n'êtes pas dans l'aréopage au pouvoir, vous n'avez accès à aucun contrat, à aucun marché. Ça n'existe nulle part, ça n'existe nulle part. Et c'est parce que le Bénin est aujourd'hui devenu une industrie pour eux qu'ils préfèrent et qu'ils ont opté pour le choix de ce maquillage-là et de cette histoire-là. C'est une histoire qu'ils racontent et ils n'en croient pas un mot eux-mêmes et les Béninois non plus n'y croient pas. Je terminerai sur ce discours ou cette prestation devant le patronat français en disant que dans un pays où les libertés étaient respectées, dans un pays où les libertés seraient respectées, au retour d'un tel voyage en France, le président se ferait accueillir avec une foule qui le huerait, une foule qui l'accueillerait avec une telle colère que plus jamais il n'oserait tenir un tel discours encore, parlant de ses concitoyens. Le problème aujourd'hui, c'est que les Béninois sont apeurés. Le problème aujourd'hui, c'est que les Béninois sont dans la crainte de la moindre réaction parce que
tous les droits ont été piétinés, écrasés, et lorsque certains ont osé lever la tête et sortir du rang pour porter une parole de liberté, eh bien, on les a embastillés, on les a emprisonnés. Voilà le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, et personne, pas un chef d'entreprise français sérieux, américain ou allemand, n'oserait mettre ses billes dans une telle situation économique et juridique. Professeur Avolonto, l'idée d'une démocratie à l'africaine, où en tout cas les pays africains devaient construire un modèle démocratique en tenant compte de leur réalité, est-ce que cette idée n'est pas une voie à explorer? Monsieur Johnson. Il fait de la provocation. Oui, non, mais bon, il joue le rôle, il joue bien son rôle. Une démocratie à l'africaine. Le véritable problème, c'est d'abord aller voir si les individus qui tiennent de tels propos ont la capacité, d'abord l'aptitude intrinsèque de comprendre, de connaître et de savoir ce que l'on appelle démocratie, de ce qu'on appelle développement, de ce que l'on appelle, en fait, je vais vous citer tout simplement quelques exemples pour vous montrer combien c'est tout simplement des balivernes, une succession de fuites en avant. Prenez le chemin qui va du nord du Bénin aujourd'hui, essayez de descendre vers le sud et arriver au niveau de Niki, etc. Dites-moi, comment est-ce que vous arriverez enfin, si vous êtes certain de venir en un morceau, etc. Pourtant, on nous chante depuis des lustres. Et puis bon, de ce point de vue, c'est pas le président Talon n'est pas le premier dans cette vente de faux vents. On a connu les démocraties Nescafé qu'il fallait remodeler, etc. Je pense que les pays africains, de façon générale, malheureusement, ne sont pas sortis de l'auberge lorsque des gens qui ont tout intérêt pour eux-mêmes et pour les pays qu'ils gouvernent à retourner sur les bancs de l'école, des écoles primaires, pour apprendre un peu l'alignement des lettres de l'alphabet pour en comprendre la mise ensemble pour les définitions exactes des choses. En fait, malheureusement, parler aujourd'hui de développement, de démocratie à l'africaine, c'est tout simplement dans la même ligne des incongruités, des co-occurrences qui ne peuvent pas aller ensemble. Une démocratie est une démocratie. C'est vrai, tout système s'ancre dans une certaine culture. Et lorsque l'on veut me parler de démocratie à l'africaine, c'est qu'on ne sait pas vraiment d'où est partie la démocratie. Parce que la notion de gestion je vais utiliser un terme que le président Talon aime très, très bien utiliser, de nos contrées, mais vous ne verrez jamais les crises que provoquent aujourd'hui les gouvernants économico-affamés que nous avons au-devant de nous, parce qu'il y a des structures tellement bien agencées, bien huilées, qui, bien que le monarque du temps ait plein pouvoir, mais qui régule ses expansions personnelles de sorte que on ne connaît pas les institutions juridiques comme il y en a aujourd'hui. Mais il y a tellement de paliers juridictionnels qui régentent la cour que le souverain ne peut jamais se permettre de faire ce que ces gens-là font. Alors, quand on vient me parler d'une démocratie à l'africaine, c'est qu'on ne connaît ni la définition de la démocratie, ni ce qu'est l'Afrique véritable non plus. Et de ce point de vue, nous sommes dans une dynamique d'ignorance chronico-chronique où tout le monde va à sa perte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon, enfin.
Bien sûr, toujours sur la même question, Maître Ousmane, est-ce qu'il est possible de construire sur le continent notre propre modèle démocratique? Quel est votre avis sur la question? Et je suis du même avis que le professeur. Je ne pense pas qu'il y ait de nuances à apporter à la démocratie. L'idée d'adaptation de la démocratie, elle est intrinsèquement liée à la démocratie elle-même. Par contre, il y a un socle sur lequel on ne transige pas. Il y a des bases sur lesquelles on ne transige pas, et toutes ces bases-là, la Constitution du 11 décembre 1990 avait contribué à les asseoir au Bénin, et depuis 2016, on s'évertue avec beaucoup de détermination et d'acharnement à les détricoter et à les détruire progressivement. On en est même arrivé depuis quelques années à rendre ou à faire de la conférence des forces vives de la nation une sorte de petit rendez-vous entre soi, sans véritable ressort et sans véritable retentissement historique. Ils sont en train de réécrire notre histoire, et pour mieux nous la vendre, ils nous parlent d'une démocratie moins flamboyante, comme un peu à l'idée de la démocratie Nescafé que certains avaient critiqué à une époque. Non, je pense pas. Tout cela n'est pas très sérieux. Et ceux qui le disent, c'est ceux qui sont porteurs des reculs démocratiques qu'ils vont assumer ailleurs. Hein. Ça me permet de revenir sur les propos du chef de l'État qui va devant des chefs d'entreprise pour dire qu'il assume, lui, chef de l'État, protecteur des droits et des libertés des citoyens, les reculs démocratiques, les reculs de droit dans son pays, et qui va, dans le même temps, ce qui en dit long sur la psychologie de la personne, susciter l'intérêt et les investissements de son parterre, on va dire, de son auditoire. C'est assez frappant. Et les psychologues s'intéresseront, je pense, avec beaucoup de plaisir à la pensée de l'homme, les contradictions propres et internes de l'homme sur cette question-là. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de démocratie à l'africaine, il y a une démocratie, et c'est tout. Avant de continuer ce débat, je voulais rappeler à nos internautes que s'ils ont des questions ou des commentaires, ils peuvent laisser dans le fil de cette vidéo live. On va aborder un autre sujet maintenant rapidement. Le dernier classement du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'indice de développement humain, IDH, a noté un recul de 8 places pour le Bénin, qui se positionne désormais à la 166e place sur 189 pays évalués. Avec ce classement, le Bénin se retrouve dans le lot des pays avec un indice faible. Est-ce qu'on peut dire que l'aspect humain a été oublié dans la politique ou dans la gestion du développement de Patrice Talon? Le professeur Avolonto, oui. L'aspect humain. En fait, votre dernière question porte en soi le germe de tout le développement que nous faisons jusqu'ici. Quand un président d'un coin censé être une république va s'enorgueillir devant un parterre de gens d'affaires qu'il voudrait inviter à venir investir, se targue d'avoir suffisamment maté les travailleurs et d'avoir mis devant eux des conditions de leur embastillement, du silence qu'on leur impose, et ce qui, en soi, pour ce président, est le fleuron ornant donc la merveille qu'est le pays dans lequel il invite à venir investir. Lorsque l'on regarde un peu ces enseignants que par mépris l'on appelle aspirants au métier d'enseignement, c'est encore dans la confusion des gens. Quand on est aspirant, eh bien, on ne tient pas la craie. Dans l'instant où on est autorisé à tenir la craie, on n'est plus aspirant, on est enseignant. Sinon, on a en permanence avec soi, pour le pédagogue que je suis, eh bien,
un conseiller pédagogique parce que vous êtes aspirant, donc n'êtes pas encore promu enseignant, auquel cas on ne vous laisse pas la gestion entière de toute une classe à vous seul. Vous êtes là, accompagné. Eh bien, quand on regarde comment on traite cette catégorie qui, malheureusement, en fait, du fait de ce qu'ils doivent survivre, sont obligés d'avaler une certaine couleuvre par la tête, lorsque l'on regarde ce que l'on fait de père et de mère de famille, ce que l'on fait des grosses têtes pensées, c'est-à-dire que je n'arrive même pas, je n'arrive plus à prononcer le nom de Joël Aïvo parce que chaque fois que je dois évoquer le nom du professeur Aïvo, j'ai les larmes aux yeux. C'est-à-dire que lorsque l'on s'impose la dynamique systémique et systématique d'empêcher quiconque a une certaine supériorité idéale, intellectuelle, intelligente sur soi et sur le commun des mortels dans un pays où leur apport à coup sûr, si on a compris quelque chose au développement, si on a compris quelque chose à la démocratie, est un apport incontournable. Lorsque l'on les range dans des prisons depuis plus d'un an maintenant, plus d'un an et demi maintenant, où est l'humain? Où est l'humain? Lorsque l'on enferme de jeunes dames qui n'ont pas grand-chose à part leur conviction de ce qu'ils ne se laisseront pas, de ce qu'elles ne se laisseront pas briser. Je veux parler de Nadine Okumansou, par exemple. Je veux parler de Rekia Madougou. Lorsque l'on enferme ce genre d'individus pour les prétextes que vous connaissez, où est la place que vous voulez faire à l'humain? En fait, dans ce qui se passe dans notre Afrique profonde, dans nos Afriques profondes, malheureusement, eh bien, le développement, ce n'est pas un développement pour les humains, c'est le développement de soi, soit que l'on déshumanise justement à travers les propres propos que l'on tient sur soi. Il n'y a qu'à regarder les propos du président Talon devant ce parterre de gens d'affaires. Alors non. Et c'est là le drame. Lorsqu'on me parle de démocratie, qu'il faille africaniser, quand on connaît ce que c'est que la démocratie, quand on connaît ce que c'est que l'Afrique, c'est-à-dire que pourquoi vous pensez que dans notre culture, eh bien, la notion de polythéisme est si forte. La notion de polythéisme est si forte justement pour la protection de l'individu. Parce que lorsque vous savez que ce mur que j'ai devant moi en ce moment a une certaine divinité, voyant ce que je m'apprête à faire à mon autre frère, à mon autre sœur, et qu'en retour, les conséquences me seront suffisamment fortes, sinon fatales, lorsque vous savez que cet ordinateur est pourvu d'une certaine âme déifiée et qui voit mon élan vis-à-vis de vous à travers mes propos, le Ho et le B, dans leur puissance, dans leur force, vous vous abstenez de prendre la liberté de faire de vos prochains un certain nombre d'attitudes, d'avoir envers vos prochains et de vos prochaines un certain nombre d'attitudes. Et c'est cela l'humain, c'est cela l'africanité, c'est cela l'essence de l'être. C'est pour cela, personne n'a jamais encore fait attention à pourquoi cette polydéicité dans nos cultures. Cette polydéicité, c'est en fait tout ce qui existe comme barrage de protection de l'individu. Et c'est là l'humain qui est au cœur de la chose, de la démarche que l'on prend à chaque fois. Sinon, vous savez que quand vous transcendez cela, eh bien, les conséquences pour vous sont multiples et peuvent aller jusqu'à votre disparition. De ce point de vue, vous faites vraiment, vraiment, vraiment attention. C'est cela l'africanité. Et c'est cela, alors, l'importance de l'humain dans une société. Dans un pays comme le Bénin où tout est à refaire, lorsqu'on demande aux gouvernants de construire les infrastructures,
on leur demande de consolider la démocratie et puis dans le même temps, on leur demande aussi de travailler sur l'humain, de faire avancer l'humain. Est-ce que ce n'est pas trop leur demander, Maître Ousmane? Non, c'est même juste leur demander ça, en réalité. La seule chose que les Africains attendent de leurs gouvernants, c'est juste de se placer à la place de leur sujet pour poser des actes qui aillent ou qui iraient dans le sens de l'intérêt général. Tout ce qu'a dit le professeur Avolonto est tellement vrai que moi je vais prendre un exemple tout récent qui est celui des épisodes importants d'inondations, de sinistres graves que les Béninois ont subis du nord au sud. Avec la preuve de ce que les infrastructures à la fois sanitaires mais également environnementales n'existent pas. On a vu l'absence de l'État, on a vu surtout l'absence de réaction de nos dirigeants. Je n'ai pas vu un seul ministre se rendre au chevet de ces gens-là. Je n'ai pas vu une seule déclaration du gouvernement de solidarité. Je n'ai pas vu une décision du Conseil des ministres décidant d'allouer à tel ou tel contrée, à tel ou tel village sinistré, à telle ou telle zone sinistrée, des besoins ou des aides d'urgence en termes de relogement, en termes de soins, en termes d'aide alimentaire. Je n'ai pas vu une seule décision dans ce sens-là. Tout ce qu'on a vu, en tout cas peut-être que je me trompe, tout ce qu'on a vu, c'est le ministre annoncer la reconstruction de telle ou telle route, etc., etc. Ça en dit long sur l'absence de l'individu, de l'humain et au cœur de la politique et de l'action crypto-politique de ce régime-là. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise essentiellement l'absence de vision ou la vision absente que ces gens-là ont pour le Bénin. Et on en parlera dans quelques minutes lorsqu'on abordera les législatives et le rôle de l'individu ou du citoyen dans la démocratie qu'ils ont voulu, le citoyen, maintenir à la périphérie de la chose politique. Le citoyen est devenu une donnée insignifiante pour eux. Ce n'est pas ça le cœur de leur sujet. D'ailleurs, toutes les actions qui sont menées depuis le début convergent vers un seul et même point, c'est que le citoyen n'est pas au cœur de leur action. Et c'est ce que Patrice Talon est venu confirmer devant les dirigeants d'entreprises françaises lorsqu'il vient dire que aujourd'hui, désormais, le citoyen était corvéable et que l'oasis, c'est ça, l'oasis pour lui, ce n'est pas un endroit imaginaire merveilleux où on pourrait se reposer, on pourrait profiter, où les Béninois seraient heureux heureux d'aller au travail, parce que heureux d'avoir des droits, parce que heureux d'être dirigés par des gens qui les aiment. Non, non, le Bénin, c'est un pays, c'est une oasis, selon les termes du président de la République, c'est une oasis de brimade, c'est une oasis de privation de biens, et dans son esprit, c'est vraiment une oasis. Ça en dit long sur la philosophie qui est la leur. Oui, pour ça, Valentin, vous voulez réagir? Ouais, en fait, je veux caler une doléance personnelle en direction du président Talon par rapport à un drame qui s'en va encore se dessiner. Le porte-parole du gouvernement hier ou avant-hier parlait des infrastructures, etc. Et émettait donc la nouvelle position qui serait que les infrastructures seront reprises aux normes de la rupture. En fait, une certification ISO au nom de la rupture. Et je vous en prie, gouverneur, mais Quinquelin, ne faites pas ça. Ne dilapidez pas encore ainsi. Oui, le citoyen aujourd'hui ne peut rien vous dire. Vous avez le pouvoir de faire cela, mais n'allez pas dans cette direction. Je vais vous donner un exemple. La voie qui va de Calavikota vers Wedo. J'étais en vacances en 2015 quand ils l'ont commencé. Je crois que c'est en 2015 qu'ils l'ont commencé. Depuis 2015, nous sommes 7-8 ans
plus tard. Quand le gouvernement de la rupture a pris les rênes du pays, il a décidé d'arrêter tous les travaux qui ont commencé pour commettre des audits pour décider de ce qui doit être poursuivi ou pas. Et 6 mois après, ils ont décidé, de ceux-là, des travaux qui doivent être corrigés, etc. Et cela a repris avec tout ce que l'on y a engouffré des sous que l'on a été emprunté. Aujourd'hui, qu'on nous dise qu'on va les recommencer, j'ai mal, je vous en supplie, mi quinquin, mi mamblo, mon mi quinquin, c'est-à-dire que l'architecture est une science unique. Il n'y a pas d'architecture aux normes de la rupture. Et quand un travail architectural est mal façonné, c'est également à travers des calculs architecturaux que l'on corrige la chose. C'est-à-dire que pendant que des gens crèvent, des gens se donnent la mort dans un pays où le suicide était, je ne dirais pas inexistant, mais presque inexistant, mais où c'est devenu presque monnaie courante aujourd'hui, où vous ne pouvez pas payer, vous laissez en rade des pères et mères de famille pendant 3 mois et demi, sous prétexte que ce sont des AME. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a une âme d'un pays. Il y a une âme d'un pays. Ne faites pas ça. Je voulais tout simplement placer cela à l'intérieur de la chose, comme vous parlez d'infrastructure, s'il vous plaît. Enfin, on va avancer. On avait commencé à l'évoquer tantôt de la situation des détenus politiques. On a noté ces dernières semaines ou bien ces derniers mois des vagues de libération et la dernière vague, c'est une vague de 30 détenus politiques. Est-ce qu'on peut dire, Maître Ousmane, c'est le début de la fin de la crise politique au Bénin? Alors, c'est bien que vous posiez cette question-là en terminant. On parlait de justice au départ et on termine par politique. C'est bien la preuve que la justice est devenue politique et que cette libération-là ne répond, ou ces libérations-là ne répondent à aucune logique judiciaire ou d'un processuel, d'un procès avec des poursuites qui seraient des poursuites fondées. On est clairement sur des faits du prince. On décide avec des pressions plus ou moins intenses subies à l'origine ou à l'aune d'un passage d'un chef d'État étranger de libérer un peu quelques gens sans véritablement qu'il y ait d'assises juridictionnelles et d'assises, j'ai envie de dire, de base légale à tout cela. J'ai cherché dans la presse, je me suis renseigné auprès de certaines personnes pour savoir si tout cela correspondait à un calendrier juridictionnel ou judiciaire. Mais ça ne correspond à rien en réalité. Décrispation de la crise politique, la crise politique, elle est née d'une situation de recul démocratique. Et ce n'est pas en libérant quelques-uns des détenus politiques, contrairement à ce que pense le président Patrice Talon, ce n'est pas en libérant avec parcimonie et dans la discrétion la plus totale quelques personnes qui aujourd'hui jouissent de leur liberté qu'on finira par décrisper la crise politique. La crise politique, elle est inhérente à l'action de ce gouvernement qui a acté des reculs démocratiques, qui assume ces reculs démocratiques et qui a bien laissé entendre que tant qu'il serait là, tant qu'il serait laissé libre de pouvoir poursuivre l'œuvre de détricotage, de destruction, de démolition de notre édifice démocratique, eh bien, il poursuivrait cette œuvre-là. Donc, il n'y a pas de décrispation politique possible sans retour aux normes démocratiques qui sont les nôtres et qui ont été les nôtres, qui ont été celles qui ont permis d'ailleurs à Patrice Talon de revenir d'un exil forcé en 2015 pour pouvoir conquérir le cœur des Béninois. Et c'est parce que cette politique, et c'est parce que cette démocratie-là lui a permis, lui,
exilés, forcés dans des conditions qu'on connaît de l'époque, de revenir prendre le pouvoir face au camp d'en face, qui aurait pu, contrairement, qui aurait pu faire comme lui depuis 2019, 2020 et 2021, procéder par des coups de force institutionnels. Nous avons eu la chance d'avoir des gens qui, à un moment donné, ont réfléchi et se sont posé la véritable question de savoir qu'est-ce qui était le mieux pour notre pays et ont permis à la chose démocratique de s'exprimer. Et le retour à la décrispation politique ne peut se faire que par un retour aux normes démocratiques. Professeur Avolonto, est-ce qu'on peut tout au moins dire que c'est les premiers des signaux positifs pour un retour au vivre ensemble? Je vous répondrai en disant, c'est un peu comme dire, ah, mais c'est-à-dire que nous savons, c'est-à-dire que l'Africain sait tellement s'accommoder du triste peu. Dès l'instant où il assure son quotidien, et encore, que dis-je, en fait, une seconde au moins de son quotidien, il s'en satisfait. Et c'est tout simplement la posture de celui qui affectionne indéfiniment la quadrature du cercle. C'est-à-dire que le serpent se mange tout simplement par la queue. Nous attaquons et mon gandaï, bozun podo amakpame. C'est-à-dire que on s'émerveille devant un certain éclipse des effets et les causes, on ne s'en préoccupe pas. Alors que dans les lois élémentaires de la nature, les mêmes causes finissent toujours par produire les mêmes effets. On peut en libérer 150, on peut en libérer 3 millions, tant et aussi longtemps que ces libérations, ce retour que l'on prône des exilés politiques ne s'inscrira pas dans une dynamique qui fait que ce qui a fait en sorte que l'on se soit senti la facilité d'envoyer ces individus en prison, d'envoyer ces individus en exil, ce qui a permis cela, lorsqu'on ne s'attaquera pas fondamentalement à cela, pour en corriger les travers et les perversités, pour faire en sorte que ces causes ayant créé ces effets n'existent plus, eh bien, on ira de cantate en cantate comme nous sommes en train de le faire actuellement. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Je rêve chaque nuit du jour où tous ces prisonniers politiques, tous ces fils et filles de la nation qui sont obligés de prendre la poudre d'escampette pour pouvoir survivre, reviendront tous autour de la table, de la seule jarre, comme on veut l'attribuer au roi Guézo, ce dont je doute, enfin, avec mes recherches personnelles. Cette jarre, tant aussi longtemps que nous ne nous rassemblerons pas pour prendre les mesures pour empêcher que l'eau qu'on y verse ne coule, donc nous pencher sur les causes, plutôt que de constater que la jarre coule et de prendre un chewing-gum à coller par-ci, une colle à mettre par-là, eh bien, ce serait le même théâtre de mauvais goût, de mauvais trottoir qui continuerait. C'est les causes que nous devons attaquer pour en préserver la survenance pour demain. En même temps, c'est vrai, ces causes-là, on ne peut pas les attaquer si d'autres sont ailleurs. Mais pour que ces autres mises ailleurs, forcées dans un ailleurs, puissent être là, il faut que le système leur en assure la sûreté et la sécurité. Autre chose, ce que beaucoup de Béninois ressentent actuellement par rapport à ces prisonniers politiques, on a l'impression que les alliés des deux personnalités majeures encore en prison
Reiki Amadougou et le professeur Joël Aïvo, pour ne pas les citer, leurs alliés les ont déjà abandonnés. Et si on regarde, les démocrates se préparent pour aller aux législatives, alors que les anciens soutiens du professeur Joël Aïvo, certains d'entre eux ont déjà rejoint la rupture. Est-ce que l'opposition a fait ce qu'elle doit faire pour aider ces personnalités ou bien les personnes qui sont encore en prison de sortir de ces géants? Maître Ousmane. C'est intéressant cette question parce que ça pose le sujet de la responsabilité de chacun, le sujet de l'engagement et de la conviction de chacun. Moi, je ne fais pas de débat de personne, chacun est libre de ses renoncements, de ses ancrages politiques et partisans. Tout ce que je vois là, tout ce clapotis partisan, politicien ou politica, tout cela ne nous intéresse pas. En réalité, ce que ça renseigne et ce que ça nous dit profondément de la classe politique béninoise, c'est qu'elle n'a pas tiré les leçons de ce que ce régime est en train d'installer comme état permanent de coup d'État. Ou d'état de coup d'État permanent. Ceux qui courent vers la rivière, ceux qui louvoient et ceux qui passent par des chemins détournés vont tous se heurter à un obstacle essentiel qui est qu'il arrivera le moment où ils devront faire face à leurs responsabilités. En réalité, moi, la seule responsabilité, le seul vrai combat que je mène et que nous menons depuis plusieurs années, c'est celui vis-à-vis des Béninois. C'est pour dire et pour sensibiliser, responsabiliser et investir les Béninois de leur mission première qui est celle de s'indigner contre les injustices qu'ils subissent eux-mêmes au quotidien et celles que subissent également leurs leaders charismatiques, que sont par exemple ceux que vous avez cités, Frédéric Joël Aïvo, Reiki Amadougou, etc. Il y a dans la volonté de ce régime de maintenir en prison ces deux-là, l'idée qu'en coupant la tête du serpent de la mobilisation et de la contestation, on arrivera à taire et à tuer toute velléité de contestation populaire. Et il faut rappeler aux Béninois qu'il n'y aura de sortie de cette crise, il n'y aura de conquête démocratique que par eux. Ce ne sont pas tel ou tel responsable habilement positionné par tel ou remis à tel endroit avec PRD, UP, FCBE, MPL et autres qui feront revenir la démocratie au Bénin. C'est des jeux d'appareils politiques qui sont savamment organisés depuis le palais des mille et une fleurs. En réalité, ce qui nous intéresse et ce qui doit aujourd'hui revenir au cœur du débat, c'est la volonté qu'ont les Béninois de revenir à une démocratie. Et ça ne passera que par eux. Ça ne passera par personne d'autre. Et c'est pour ça que le vrai combat à mener aujourd'hui, ce n'est pas celui d'aller consulter tel ou tel chef de parti politique ou tel ou tel professionnel de la politique béninoise, c'est d'aller dire aux Béninois, c'est à vous de reprendre votre pays en main, c'est à vous de reprendre vos droits en main et c'est à vous seul d'aller les reconquérir. Professeur Valentin, toujours sur la même question, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ces prisonniers politiques ont été abandonnés à leur sort par leurs anciens alliés? Je commencerai ma réponse en vous disant que des unions conjoncturellement intéressées ne sont jamais le gage d'alliances pérennes. Et malheureusement, le professeur Joël Aïvo est celui de tous les prisonniers politiques les plus en vue aujourd'hui, dont je suis émotionnellement, personnellement, intellectuellement très, très proche. Et j'avais vu venir, en fait, malheureusement. Je vais vous donner des exemples. Est-ce que vous savez comment
par exemple, le parti Les Démocrates est né, si je vous raconte la façon dont le parti Les Démocrates est né et comment est-ce que ça a été tout de suite récupéré par, évidemment, je ne suis pas là pour critiquer le président Yahi ou, enfin, ou quiconque, on est là pour dire les choses telles que c'est. C'est déjà dans la façon dont ce parti a été créé, en réalité, depuis des réflexions qui ont été menées à Paris entre des gens qui pensaient être ensemble, à Javon, Saliwa Kadiri, Léadi, Koukounché à distance, enfin, pas vidéo, Loco Francis, etc., etc., etc. En fait, c'est ceux-là, en réalité, qui, à un moment donné, ont pensé lancer ensemble un mouvement politique de toute l'opposition. Et évidemment, d'intéressement en intéressement, enfin, chacun a cru qu'il est fidèlement avec l'autre, etc. La chose a été répercutée au pays. Je vous passe les détails. Le mouvement a été lancé, mais très, très vite récupéré par certains individus qui veulent passer aujourd'hui pour en être les chantres ou les porte-étendards, etc. En fait, le véritable problème que nous avons dans ce pays, c'est cela. C'est toute la déliquescence morale. En fait, on a érigé, et ce qui se passe actuellement renforce cela. On a érigé l'immoralité, la moralité en norme. Et, bon, on le chante, le tchédjenabisme, c'est-à-dire qu'on se complaît même à en rire, là où on doit en pleurer. C'est devenu la norme de ne penser qu'à soi, dans un univers au contraire, ou au contraire en réalité, c'est la notion de communauté. Ce n'est pas pour rien que l'on nous taxe de communautaristes. On n'en est plus aujourd'hui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour rien qu'on nous taxe de communautaristes, parce que c'est la formule du tous pour un et un pour tous qui n'existe plus aujourd'hui. Et la chose s'explique parce que, regardez, dans tout cet univers, dans cette panoplie d'hommes et de femmes qui se disent politiques aujourd'hui, combien ont des qualifications qui peuvent leur permettre, par exemple, hors du champ politique qui est devenu un nid d'inceste, qui peuvent prétendre pouvoir faire quelque chose d'autre si jamais ils sont éjectés du champ politique. Pourquoi croyez-vous, par exemple, qu'un Yarou, il y a 2 semaines, approchait les démocrates pour un retour prétendument au bercail, et que depuis 3 jours ou 4 jours, en fait, il y ait justement cette mise en scène grandeur nature à la béninoise d'une plateforme de concertation et d'union entre l'obédience politique de Théophile Yarou et l'UPR de notre grand roi de la Cour constitutionnelle. En fait, malheureusement, ces leaders n'ont jamais eu d'alliés. Et l'erreur qu'ils ont commise, justement, c'est de penser qu'il n'y a jamais eu d'alliés. En fait, il faut redéfinir complètement la plateforme politico-socio-mentale de ce pays-là. Raser tout ce qui existe, peu importe, qu'il soit la main qui ait façonné les choses depuis 30 ans, etc., ou qu'il soit le percuté, nommé aujourd'hui, il y a, enfin, quand je parle d'aujourd'hui, en 2019, 2020, etc., pour asseoir, si on tant est-il qu'on veuille vraiment une africanité à notre vécu, pour asseoir l'africanité de nos pensées, de notre mental. Tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, eh bien,
les unions conjoncturellement intéressées ne feront jamais des alliances pérennes. Et les premiers que l'on peut sacrifier seront sacrifiés. Si je vous disais qu'à coup de milliards, on va débaucher, par exemple, des gens qui pensaient projeter une certaine conviction d'opposants, etc. Depuis Paris, puisque bon, la plupart des choses se passent à Paris, où on va les amener justement pour semer la zizanie, le grain de sable dans les rouages de la machine. C'est fou et je dois un certain nombre de faits de ce point de vue-là à Léonce Boumadi, à qui je rends un hommage. Personne ne sait le rôle que ce jeune homme-là est en train de jouer. Laisser des traces écrites dans un univers où justement l'on a trop facilement tendance à réécrire l'histoire. Eh bien, les faits sous leur forme écrite deviennent alors références infalsifiables. Et c'est ce que ce jeune homme-là est en train de faire pour ce pays-là. Ce n'est pas garanti qu'il en jouisse des fruits lui-même, mais ce que ce jeune homme est en train de faire pour ce pays, c'est tellement titanesque qu'on doit constamment l'aduler, l'encourager, ce jeune homme-là. Il n'y en a pas beaucoup. Laisser des traces écrites de ce qui se passe effectivement. Enfin, bref, je conclurai en me répétant, les unions conjoncturellement intéressées n'ont jamais fait des alliances pérennes. Merci. Nous allons terminer cette émission en parlant des législatives de janvier prochain. Il y a certains partis de l'opposition qui se préparent activement et qui pensent aussi que c'est en prenant quelques sièges à l'Assemblée nationale, leur voix sera mieux entendue. Quel est votre avis sur la question par rapport à la participation de l'opposition, Maître Ousmane? La question, ce n'est pas mon avis, la question, c'est en réalité qu'est-ce que l'opposition ou qu'est-ce que l'on peut attendre d'une élection, la 4e du genre de mémoire, organisée par un régime qui assume qu'il a fait reculer la démocratie. Ça veut dire qu'il assume qu'il a décidé que la démocratie ne serait plus démocratie, mais que ses règles seraient ces règles-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un régime qui, sous sa férule, a fait tirer sur des Béninois alors qu'ils manifestaient à main nue le 1er mai 2019, qui ensuite a fait installer avec une ville militarisée à Porto Novo un parlement exclusivement, intégralement composé de députés de ces deux partis récemment créés. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un régime et d'une Sénat qui a d'une cour constitutionnelle ou d'une cour suprême qui a acté le fait qu'en plein processus électoral de l'élection municipale de 2020, on puisse changer les règles pour que les maires ne soient plus élus, mais choisis par des partis par les partis du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut attendre enfin d'un régime qui a exclu d'autorité discrétionnairement des candidats et leur a trouvé assez opportunément des affaires qui ont conduit à leur condamnation à de lourdes peines. De mon point de vue, pas grand-chose. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une élection dans laquelle on sait d'ores et déjà que le scénario est écrit puisque les institutions présidant et organisant l'élection sont tenues que les règles peuvent être modifiées et que en réalité, tout cela n'a qu'une seule vocation, c'est servir non pas les Béninois, mais le régime en place. Ceux qui veulent y aller ont une idée qui est simple, qui est de dire que le boycott n'est pas une option. L'idée est séduisante. L'idée est très séduisante puisqu'elle vient dire que l'action politique, c'est une action physique et matérielle et non une abstention. La vraie question qu'il faut se poser, et là-dessus chacun a sa conscience, ses convictions personnelles, la vraie question c'est que est-ce qu'en y allant à tout prix,
Et en validant l'idée que le scénario est écrit et que on octroiera à tel deux ou trois, à tel autre deux ou trois pour s'arranger, pour qu'ils ne puissent pas cumulativement constituer un groupe parlementaire, parce que quand on constitue un groupe parlementaire, on devient inquiétant et ça commence à devenir sérieux. Est-ce qu'on est sérieux soi-même lorsqu'on valide cela et lorsqu'on s'inscrit dans un processus qui est déjà cousu de fil blanc et qui est connu, dont la finalité est connue d'avance? On se fait plaisir, probablement. Je ne suis pas sûr qu'on contribue au retour de la chose démocratique. Et c'est pour cela que j'invite les Béninois à vraiment s'intéresser à cette situation et à s'indigner de ce qui se déroule sous nos yeux, du jeu de cartes, du jeu de pions que les uns rebattent et que les autres redistribuent, etc., etc. On est vraiment face à une situation qui est ubuesque, et ce n'est pas en la cautionnant, ce n'est pas en la validant qu'on aidera, de mon point de vue, au retour de la démocratie au Bénin. Professeur Avolonto, est-ce que les élections de janvier prochain peuvent permettre de redessiner un peu le paysage politique ou rééquilibrer un peu les forces en présence au Bénin, les forces politiques bien sûr? Ma réponse commencera d'abord par un rappel de ce que j'ai dit un peu plus haut, à l'effet que nous avons trop tendance à ne voir que les effets et à nous éloigner des causes, justement parce que rester collé aux causes risquerait de ne pas nous plaire ou de nous projeter des images de nous-mêmes qui nous feront honte, si tant est que nous avons encore quelques scrupules. Regardez par exemple les lois, les systèmes électoraux qui portent ces lois. La gestion même des élections à travers les structures, le droit de voter, l'inscription des électeurs, la participation des partis politiques, la campagne électorale elle-même, le contentieux électoral, élément très, très, très important dans un processus électif, le contentieux électoral et sa gestion. En fait, voilà autant d'éléments que quiconque voudrait participer à cette élection, j'allais parler de mascarade électorale, mais non, je n'oserais pas, à cette élection, devrait questionner dans son positionnement éthique pour des résultats probants. Et je vais vous parler un peu de l'évolution de ma propre position. Si on avait eu cette émission au mois de juin, comme en fait je devrais l'avoir si je n'avais pas eu d'autres, l'avoir eu, pas avec vous, sur un autre plateau, si je n'avais pas eu des contraintes personnelles qui m'ont empêché de l'avoir, je vous aurais dit, c'est vrai, le statu quo et la politique de la chaise vide n'a jamais aidé quelqu'un. Si on faisait l'émission au mois de juillet, un peu avant l'arrivée de Emmanuel Macron au Bénin, avec tout le théâtre qu'ils ont fait, enfin les deux camps, hein, le théâtre qu'ils ont fait autour de l'arrivée qui a été scellé le jour même où on l'a appris, je vous dirais, je n'en suis plus si sûr. Mais nous faisons l'émission aujourd'hui où d'autres données sont venues éclairer nos lanternes par rapport à l'objectif qui sera l'unique et seul que poursuit le chantre de l'épisode entamé depuis 2016. Et c'est là où j'amène ces éléments de réflexion. Je ne vais pas répondre à leur place, je ne vais pas répondre. Je n'ai pas vocation d'homme politique, moi. J'ai vocation d'analyste parce que j'ai été suffisamment à l'école pour porter un regard analytique sur des faits. Et ces éléments, ce sont les lois, les systèmes électoraux qui portent ces lois, la gestion des élections, le droit de voter,
l'inscription des électeurs, dont des dénonciations vraiment sérieuses sont déjà en cours. La participation des partis politiques, la campagne électorale, le contentieux électoral et sa gestion. Qui gouverne et préside tout cela? Dans quelles conditions est-ce que tout cela s'inscrit ou s'inscrira ou devra s'inscrire sur une plateforme qui garantisse un après-demain électoral dans un aujourd'hui de préparation électorale digne de ce nom? Et cela, je laisse la réponse à chacun. Regardez suffisamment bien. Qui décidera de qui participera aux élections? Qui décidera des conditions que devront remplir ceux-là qui participeront aux élections? Et qui déterminera l'output, les résultats de ces élections? Pour quelle fin, etc. Quand vous aurez répondu suffisamment, de façon objectivement sincère, si vous en êtes capable, à ces questions, eh bien, vous saurez quoi faire par rapport à ces élections de janvier 2023. Jusqu'à nouvel ordre, de toutes les façons, je ne serai, moi, que quelqu'un passant ces 4 semaines de vacances au Bénin et revenant au Canada, jouir de la vie que je me suis préparé dans ce pays depuis 37 ans. Donc, le reste, malheureusement, c'est encore au peuple et à ses prétendus leaders de déterminer dans quelle direction s'engouffrer. Les causes, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Merci. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission, mais j'ai une dernière question pour vous et après vous pouvez répondre et puis dire en même temps votre mot de fin. On a appris dans les réseaux sociaux cette semaine qu'il y a une coopération militaire entre le Bénin et le Rwanda. Et cette présence probable de l'armée rwandaise au Bénin inquiète certains compatriotes. Quelle est votre position par rapport à cette coopération militaire? Et puis après, vous pouvez dire votre mot de fin. Maître Ousmane. J'ai suivi avec beaucoup d'amusement les explications du fameux porte-parole du gouvernement, M. Ongwezi, qui nous a expliqué qu'il s'agissait non pas d'une coopération militaire, mais de la possibilité pour le Bénin de profiter de l'expérience je dirais, de lutte contre le terrorisme ou d'une expérience du Rwanda. J'ignorais que le terrorisme avait sévi au Rwanda, je le découvre. J'ignorais que le Rwanda avait développé une expertise en matière de maintien de maintien de la sécurité, de maintien des opérations de paix, etc. Tout ce que je lis là me laisse perplexe, mais il ne faut pas s'étonner lorsque on a laissé s'installer dans notre pays une milice étrangère et qui assure la sécurité de notre pays, de notre chef d'État. Il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y ait ce genre de situation hybride, inquiétante, qui témoigne de la fragilité même de notre système étatique et de l'absence de notre État. Nous n'avons, et allez, j'ai envie de dire, je remercie Dieu pour l'instant que nous n'ayons pas encore subi les assauts de ces fous de Dieu qui se prénomment djihadistes ou autres terroristes, mais à mon avis, notre État doit avoir une seule priorité, c'est la sécurité des Béninois. La sécurité des Béninois, c'est la première de leur liberté. Et lorsque on affiche ainsi sa démission
et son impéritie à assumer l'essentiel de sa mission, c'est bien la preuve qu'on n'a pas pris conscience de l'importance de la fonction et qu'on n'a jamais réellement habité la fonction. Je ne sais pas, mais comme il n'y a aucune information qui filtre et que tout se fait dans l'opacité la plus totale, il se peut qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, des militaires rwandais soient déjà sur le terrain béninois, du côté de Porga ou de Tukuntuna ou de Malanville, etc. Rien de tout cela n'est sérieux et tout cela sera fait et sera fait dans l'opacité, dans la discrétion la plus totale. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui renseigne sur le fait que notre pays ne nous appartient plus. Notre pays appartient à des gens qui ont décidé qu'ils en feraient ce qu'ils voulaient, sans même nous consulter, en violation même des règles les plus essentielles de notre droit et de notre système institutionnel. Je ne sache pas que notre Constitution aujourd'hui autorise l'intervention armée étrangère sans passer par la case Parlement. Je ne sache pas qu'on puisse contracter ainsi entre d'État à État sans qu'il y ait un débat parlementaire ou un débat dans la société. Je sais que le Bénin a des accords de coopération militaire avec d'autres pays, comme la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. Mais j'ignorais qu'on avait un accord militaire également avec le Rwanda et que cet accord autorisait la présence sur notre territoire de tels soldats. C'est extrêmement dangereux et ça en dit long et ça confirme et ça rejoint le premier sujet que vous avez abordé tout à l'heure, Jules Dessous, qui est celui que l'opinion des Béninois les intéresse. Ce que les Béninois peuvent penser, ce qu'ils peuvent décider ne les concerne pas et ils ne nous consulteront pas aujourd'hui comme ils ne nous consulteront pas en janvier 2023 pour installer leurs députés qu'ils auront pointés dans un cahier quelque part au palais de la Marina. Merci, Maître Ousmane. Professeur Avolonto, par rapport à la coopération militaire bénino-rwandaise, et puis votre mot de fin. Je vous répondrai en attirant l'attention sur un certain nombre de faits. Le Rwanda officiellement est sorti de la francophonie 2 ans avant la dernière prétendue élection de la secrétaire générale de la francophonie. Cela n'a pas empêché la Rwandaise d'être aujourd'hui la grande secrétaire générale de la francophonie, ancienne ministre des Affaires étrangères, d'abord de l'économie, je crois, ou de l'éducation, mais ensuite des Affaires étrangères de ce même Rwanda qui n'est plus membre de la francophonie officiellement. Ensuite, le rôle du Rwanda de Paul Kagame dans cette région du bassin du Congo, où, à travers un certain gouvernant, les États-Unis, la France, le Canada aussi, se complaisent à tirer le maximum de draps de leur côté pour… en fait, le bassin du Congo est la région au monde dotée de tout ce que le sol peut recouvrir de minerais. Ils ont tout. L'or, le cobalt, le zinc, le cuivre, ils ont tout. Et c'est un secret de polichinelle que c'est Kagame qui commande et dirige les groupes rebelles pour maintenir la zizanie dans cette région avec la bénédiction des Occidentaux qui ont trouvé en lui, mais alors, un magnifique porte-flambeau de la démocratie, etc. Timidement, de temps à autre, ils iront dénoncer quelques violations des droits de l'homme, etc. Pour vous dire, et ce Rwanda, à part les 2 génocides qu'il a connus, l'un dans les années 60 et l'autre dans les années 90, n'a jamais, mais alors au grand jamais fait face à
une résistance à des forces extérieures envahissant un pays. Mais c'est ce Rwanda-là qui est notre grand partenaire aujourd'hui en termes de coopération militaire pour vaincre les djihadistes qui sont en train de terroriser nos populations du Nord. Vous allez faire, si vous faites bien attention, et je vais finir là-dessus, le président Talon est allé chercher Total pour le gaz, avec le Total avec qui il a signé, je crois, un partenariat pouvant aller jusqu'à 9 ans. Enfin, je vous cite les choses comme ça de mémoire. Pour la gestion du RAVIP, l'instrument ayant conçu le RAVIP, c'est Safran que le président Talon est allé chercher. Safran, tapez Safran et vous verrez quel genre d'individu très fréquentable cette industrie est. Tapez Safran, vous allez voir. La gestion du port autonome de Cotonou, le président Talon l'a confié à un groupe de gestionnaires belges. Allez voir un peu le port d'où ils viennent, ce que c'est comme porte d'entrée de la cocaïne en Europe occidentale. Vous verrez. Enfin, regardez donc tous ceux avec qui le régime s'acoquine et vous comprendrez les motivations derrière cet acoquinage. Le reste, on vendra à ceux qui pourront l'acheter le vent qui souffle. Mais gare à ceux-là qui observent le vent, l'applaudissent ou rentrent dans sa mêlée, gare, parce que lorsque ça devient typhon, eh bien, ça emballe tout le monde. Merci. En 30 secondes chacun, c'est pour votre mot de fin, Maître Ousmane. Je vous remercie, Jules, pour tout ce que vous faites pour le débat politique, puisqu'il n'y a plus de politique au Bénin. Je remercie le professeur Avolonto pour son expérience et son inspiration. Je pense qu'il faut remettre les Béninois au cœur de ce sujet. J'aimerais que les prochaines fois qu'on aura à échanger, vous et nous, on puisse parler de choses plus impactantes que ces questions de politique interne. J'aimerais qu'on parle de développement, j'aimerais qu'on parle, parce que la démocratie aura été reconquise à nouveau. Il faut donc que les Béninois aujourd'hui se remettent au centre de ce sujet et fassent en sorte que l'indignation qu'ils ont eue en 1990 redeviennent d'actualité pour qu'ils se soulèvent et que ce qui est vécu aujourd'hui comme un anachronisme politique, ce recul du Bénin qui était un phare démocratique de ces 30 dernières années, soit du passé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il n'y a que les Béninois qui feront en sorte que la res publica, la chose publique, redeviendra celle de tous et non celle aux mains d'un petit groupe. Merci, Maître Ousmane. Professeur Avolonto, votre mot de fin. Okay. D'abord, je vous remercie, M. Diosso, de tout cet honneur que vous me faites de m'avoir mis ensemble avec Maître Ousmane sur le même plateau. Mon mot de fin, je l'adresserai directement au président Talon. Je dirais au président Talon, en fait, que, comme il le sait d'ailleurs, j'ai rêvé grand et il était l'armateur principal de ce rêve, de ce grand rêve pour le pays. Je ne me laisse pas aller facilement à des cauchemars. Donc, c'était des rêves basés sur ce qu'il avait et ce qu'il continue d'avoir, en fait, toute l'aptitude. C'est-à-dire que le président Talon, s'il s'était engagé tout simplement à inscrire durablement son nom dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire positive de ce pays-là, non pas par acrobatie terrorisante, mais plutôt par dignité et par
honneur personnel, le président Talon avait tout pour réussir. Et il continue d'avoir tout pour réussir. Et il n'est jamais tard pour mieux faire. Parce que moi, ma douleur, c'est de voir ce peuple meurtri. Merci. Merci beaucoup, professeur Avolonto. Et merci aussi à tous les internautes qui sont restés avec nous. Donc, nous avons reçu pour vous le professeur Aimé Avolonto, professeur agrégé de linguistique et analyste des dynamiques de politique africaine. Et il était avec Maître Fatou Ousmane, avocat près la Cour d'appel de Dijon. Nous avons abordé les questions d'actualité politique et quelques questions économiques de l'heure du Bénin. Merci d'avoir pris le rendez-vous avec nous. On se donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci Jules. Allez, à bientôt. À bientôt.